Midi. Tour dans IDF1 midi avec notre invité aujourd'hui qui est Laurent Gérard. Bien, bravo. Qui va nous présenter son spectacle Gérard comme le prénom. Voilà, qui est à la Comédie des Boulevards, hein, c'est ça? Comédie des Boulevards dans la charmante petite rue du Sentier à 100 mètres du Rex à Paris. Métro bonne nouvelle, on ne peut pas s'inventer. Voilà. Hein? C'est un signe. C'est pas mal. Hein. Donc le numéro pour nous joindre, le 0892 787 77 pour poser toutes vos questions. Je vais y arriver. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vendredi. Oui, c'est vendredi. Tu es tout émouvé. C'est ça, c'est ta présence peut-être qui m'émeut chaque semaine. Non, c'est chaud ici, disons, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vous qui lui faites cet effet, mais... Non, peut-être qu'il s'est couché tard pour de bonnes raisons. On ne va pas dévoiler les affres de ma vie privée dans cette émission. Il nous reste 21 minutes, non, on n'aurait pas fini. Hein. Donc Laurent, quand vous étiez petit, quel métier vous rêviez d'exercer? Eh ben, assez vite, en fait, je voulais être animateur de télévision, figurez-vous. Ouais. Oh, il y avait certainement une grande soif de reconnaissance. Hein. Mais c'est vrai que je prenais des doubles décimètres comme ça et je faisais des micros. Ouais, 9-10 ans, ça m'a... Un grand micro, ça? Oui, des grands micros, bah, tant qu'à faire. Parce que... Et puis... oui, en fait, assez vite, je voulais faire de la télé, ouais. Un peu ce que vous faites aujourd'hui, vous, avec beaucoup de talent. Et... On n'a pas de micro comme ça. Et je me suis inscrit au cours Florent il y a une quinzaine d'années dans cette optique-là. Et puis en fait, j'ai fait des rencontres merveilleuses avec des profs fantastiques là-bas et qui m'ont donné le goût du théâtre. Et voilà, donc j'ai convergé après plutôt vers les planches. Et j'ai eu la chance d'enchaîner une trentaine de spectacles en fait assez vite pendant 15 ans comme ça. Ouais. Voilà. Mais au départ, c'était la télé. Après, pompier, chauffeur de taxi et maître nageur, évidemment. Bien sûr. Vous avez un corps très sculpté, d'ailleurs. On constate sur scène où vous êtes une bonne partie de la pièce quasiment nue. Si oui, enfin, un petit peu au début, et puis à la fin, parce que je joue un personnage marquant du spectacle, qui est un Belge libertin au Cap d'Agde, et qu'évidemment, par définition, il arrive totalement en nudiste. Mais le début, c'était théâtraliser un peu une mise à nu. C'est-à-dire, en gros, ça va être un exercice de sincérité. Je vais vous parler de moi, qui est encore une fois une bonne façon peut-être de vous parler à vous. Et pour ça, ça se fait aussi au sens propre. Donc on se met à nu et puis voilà, je m'habille sur scène. Et après, je suis quand même, vous oubliez de me dire, dans un costard assez élégant. Après, pendant quand même... Mais pour voir Laurent Gérard nu, il faut aller au théâtre. C'est donc du mercredi au samedi à 21h30 à la Comédie des Boulevards. Comédie des Boulevards. Voilà. C'est sympa de me parler d'un corps sculpté parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais un sketch sur les complexes qu'on m'a donnés sur mon corps trop mince. Alors vous voyez, c'est une espèce de revers de médaille optimiste, c'est que finalement, on me fait des compliments sur mon corps alors que j'en parle comme d'un souci que j'ai eu de complexe qu'on m'a donné avec beaucoup d'agression souvent sur la minceur, comme ça, étonnante. Ouais. Oui, pardon. Non, L'émission est en train de virer sur le truc santé-régime, des trucs... on dit qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant, on a un petit peu de gin tonic. Kevin a bugué d'un seul coup, il buvait les paroles de son invité du jour, je ne sais pas ce qui se passe. Alors vous nous disiez il y a quelques instants que vous avez pendant longtemps, quand vous étiez plus jeune, rêvé d'être animateur télé. Ouais. Justement, dans votre spectacle, vous jouez un moment à un présentateur de JT. Oui. Je fais tout ça s'entremêle dans une histoire que je raconte sur la partie où j'explique pourquoi j'ai gardé mon nom Laurent Gérard. Et que voilà, je fais un peu mon coiffeur à un moment, etc. Et pour faire rire mon coiffeur, je lui fais des trucs comme ça. Et c'est un faux journal télé. Mais vous voulez que je vous le fasse ou pas? On va peut-être voir des images. On a quelques images de cet extrait du spectacle. Alors montrez-le avec plaisir. Alors, c'est parti. Monsieur, bonsoir, on vient de l'apprendre, c'est officiel, François Fillon vient de changer de coiffure. Le chef du gouvernement qui a fait sensation ce matin en Conseil des ministres avec une blondeur pour le moins insolite et une permanente, et non une mini-vague, comme l'ont d'abord indiqué certains commentateurs, a communiqué de Matignon a confirmé ce soir l'ambition affichée du Premier ministre s'inspirant de sa propre déclaration
Il faut se réformer soi-même pour être légitime à réformer la France. Des boucles blondes comme un signal fort envoyé aux Français. Récits et commentaires de cet incroyable remaniement capillaire dans ce reportage signé Franck Provost, Jean-Claude Déguine et Jacques Desange. Alors, il s'agit d'une parodie, entre guillemets, où il y a un message à comprendre à travers cette... Oh, c'est d'abord parce que moi ça me fait marrer et les gens, je les embarque bien avec ça chaque soir. C'est aussi probablement, puisque vous me posez la question, une manière de dire que la télévision pourrait nous raconter n'importe quoi, ce qu'elle ne se prive pas de faire parfois d'ailleurs. À partir du moment où c'est formaté, où on reconnaît un espèce d'espace comme ça où l'information doit être totalement vraie et officielle, on gobe tout, quoi. Et d'ailleurs, c'est important de garder un peu son libre arbitre et de pouvoir un peu se faire sa propre idée des choses. C'est pour ça qu'Internet est un contre-pouvoir important aujourd'hui. Mais là, au-delà de l'humour, c'est effectivement peut-être une manière de dire aux gens, voilà, méfiez-vous parce que la forme ne l'emporte pas sur le fond. Parce que là, j'essaie de faire un journaliste qui ressemble à peu près à ceux qu'on connaît. Et puis il raconte, voilà, François Fillon avec des boucles blondes comme une information importante. Et voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que figurez-vous que la fille du Premier ministre, François Fillon, a eu l'occasion de venir voir mon spectacle. Oui, dans une soirée qui avait été réservée par une société. Et elle a beaucoup rigolé. Et on a échangé ensuite après. Elle m'a fait de compliments très, très sympas. Et elle m'a dit cette chose géniale. Elle m'a dit, est-ce que vous comprenez qu'à partir de maintenant, je ne pourrai plus jamais imaginer mon père, François Fillon, Premier ministre de la France, sans des boucles blondes que vous annoncez dans votre truc. Mais je dis, mais j'espère bien. Et elle m'a dit, mais je vais lui dire. Mais je dis, mais j'espère bien aussi, et puis faites-le venir. Voilà, ça serait super. Mais c'était surréaliste, cet échange avec la propre fille de celui que je brocarde un peu, quoi. Ouais. Et qui a beaucoup d'humour. Donc cette partie évolue depuis le début Là, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est un extrait du spectacle des débuts, il y a maintenant 5-6 mois. Et évidemment, on gagne chaque soir en liberté, en détente, on s'amuse, etc. Et aujourd'hui, je pense que mon journal est beaucoup mieux que ce qu'on vient de montrer là. Donc ça donne envie de refaire des extraits pour donner envie aux gens de venir, quoi. Et dans votre spectacle, justement, vous parlez aussi de politique à plusieurs reprises. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la politique, c'est un passage obligatoire dans toutes les pièces, dans tous les one-man shows ou pas? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit partout. Tous les humoristes abordent la politique à un moment donné. C'est vrai que c'est un paradoxe parce que beaucoup de gens disent qu'on n'y croit plus, qu'on ne croit plus à aucun de nos politiques. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en parle et qu'est-ce qu'on s'y intéresse? C'est très troublant. Moi, j'en parle très indirectement. Je fais parler des personnages, notamment ma mère, qui tape un peu sur la gauche, etc., comme une bonne gaulliste de tradition. Je tape aussi sur Jean Sarkozy, donc je fais un équilibre des forces parce que ma vocation d'humoriste, en tout cas aujourd'hui, c'est de ne pas prendre parti, de ne pas afficher mes propres positions. C'est pas ça que les gens viennent entendre. Mais la politique peut être un support de comédie, évidemment, parce que quand ils se moquent de nous, on a plutôt la tentation de vouloir se moquer d'eux, non? Pendant la pièce aussi, vous pas tapez, mais entre guillemets, un petit peu plus sur la gauche que sur la droite, si on a cru comprendre. C'est ma mère, ça. Ça, c'est ma mère. Ma mère théâtrale. Ma mère théâtrale. Oui, mais vous savez, on m'a fait des très beaux compliments sur ce personnage en disant ce qui est formidable, c'est que vous imitez, enfin oui, vous incarnez un personnage d'un milieu un peu privilégié, disons-le, un peu bourgeois, et on sent que vous le faites en toute connaissance de cause. Donc ça s'appelle de l'autodérision, ça s'appelle se moquer de ce que l'on connaît bien. Et d'avoir la bonne distance avec ce que l'on est, et ça permet aux gens de se marrer. Ceux qui ressemblent à ça parce qu'ils s'y reconnaissent, comme ceux qui ne sont pas du tout issus de ce milieu-là, et qui peuvent enfin se moquer un peu des nantis, ce que je ne me prive pas de faire. Et effectivement, cette Yvonne, elle tape un peu sur les socialistes, primaire, ça c'est vrai qu'ils sont primaires, etc. Et voilà, mais bon... Je tape aussi sur Jean Sarkozy, je le redis, pour que voilà, le spectacle soit œcuménique, on va dire. Alors on a un appel, on va le prendre tout de suite. On a Nicolas en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Nicolas. Je vous laisse poser votre question à Laurent Gérard. Oui, merci. Bonjour Nicolas. Bonjour, je voulais savoir si vous avez fait un petit peu votre parcours avant de faire ce que vous faites. J'ai fait 3 ans au cours Florent, il y a une quinzaine d'années.
et puis un petit peu chez un professeur qui s'appelle Jean-Laurent Cochet. Et ensuite, assez vite, j'ai eu la chance de démarrer dans des spectacles. Alors, il y a eu des petits rôles dans des grandes pièces, des grands rôles dans des pièces plus confidentielles. J'ai joué 2 fois au Festival d'Avignon, j'ai fait des tournées un peu à droite à gauche. J'ai même joué en Angleterre, du théâtre de Grand Guignol. J'ai multiplié les expériences et c'est ce que je conseille à tous les jeunes comédiens. Ce qui est important, c'est de jouer. Même si on démarre dans des petits trucs un peu à l'arrache, comme on l'a tous connu. Comme un pianiste qui fait ses gammes tous les jours ou un danseur qui s'exerce à la barre, un comédien, il a besoin de jouer. Et voilà, mon parcours, il est éminemment théâtral, avec des petits rôles au cinéma et à la télé, mais pour l'instant, c'est surtout les planches qui m'ont... D'accord. Voilà. Et avant les cours Florent Et avant le cours Florent, j'ai... Vous n'avez jamais fait de théâtre avant J'ai fait un peu de théâtre, si, en pension. Ouais, là, vous me renvoyez à des super souvenirs. J'avais 12 ans et j'ai joué en pension, dans une pension qui s'appelle Saint-Martin-de-France, à Pontoise. Et en 6e, j'avais joué Sganarelle dans Le Médecin volant. Et en 5e, j'avais joué le personnage de Fernandel dans Le Spoons de Marcel Pagnol. Donc c'était des expériences géniales. Parce que c'était encore rien de bien concret, quoi. Ouais. Je veux dire, on peut très bien... Enfin, vous avez juste fait les cours Florent et ensuite vous êtes retrouvés... Pardon, j'ai pas compris, Nicolas. J'ai dit, avant les cours Florent, vous n'avez rien fait de bien concret. Avant, j'ai fait... non, j'ai fait un peu de fac où j'ai perdu un peu de temps et je me suis un peu cherché, effectivement. C'est une vocation qui est arrivée un peu plus tard. J'ai fait un début de formation de com, journaliste, etc. Avec toujours cette idée de faire de la télé. Mais j'ai un peu tourné en rond. Et c'est vrai que... Quand on sent quelque chose en soi comme ça, il faut le laisser s'exprimer, puis il faut essayer d'y aller assez vite, parce que finalement, il faut devenir ce que l'on est, quoi. D'accord. Voilà. Voilà, Nicolas. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors sur scène, est-ce que vous avez déjà rencontré des grands moments de solitude, comme ça peut arriver parfois Oh oui, oh là là. Comme quoi, par exemple? Quel est le pire souvenir? Alors, un grand moment de solitude, c'est pas forcément un grand moment de fou rire, on est d'accord. Enfin, le fou rire, ça peut être une solitude aussi. On va dire votre pire souvenir, un moment sur scène, où là, qu'est-ce que je fous là, quand on se dit ça? Sur le one man, là, enfin sur le seul en scène, les débuts sont terrorisants, soyons très clairs. C'est très audacieux, c'est très présomptueux de monter seul sur scène, raconter sa vie. Au départ, on se dit c'est impudique. Alors, le comédien avait un peu d'expérience, Dieu merci, mais encore que jamais tout seul. Mais l'auteur débutant que j'étais il y a 6 mois, était terrorisé parce que éditorialement, je me suis dit est-ce que ça va intéresser les gens? Et donc c'est vrai que les premières, c'est des moments de solitude permanents, quoi. C'est un truc, on a mal au ventre, on est très mal, etc. Je me souviens que j'ai joué une demi-heure de mon spectacle chez une copine qui m'avait dit j'ouvre une salle de sport près de la Baule et je vais faire une soirée au mois de novembre. Si tu veux venir tester des trucs, tu seras ma surprise. Alors ça a été extraordinaire parce qu'on est arrivé dans un gymnase avec une petite scène, etc., où normalement ont lieu les cours d'aérobic. Alors il n'y avait pas d'éclairage. Alors on a à l'arrache, on a été trouver 2 projecteurs chez un type à côté sympa. Et ça, c'est un grand moment de solitude. C'est donc la première fois que je vais jouer seul sur scène mes textes. Et je suis caché derrière 2 petits paravents publicitaires pendant qu'il y a une 50aine de personnes qui rentrent. Alors les 50 personnes, c'était qui? C'était des professionnels du sport qui avaient fait 6 heures de convention fitness. Donc les mecs avaient fait des cours d'aérobic, de box dance, de machin. Donc ils étaient crevés, ils avaient faim. Donc ils n'auraient qu'une chose, ils allaient bouffer. Et ils rentrent là, et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et j'entends un mec qui dit à ma copine, Claire, quelle que soit ta surprise, j'espère que ça va être bien parce qu'on crève la dalle. Si c'est un magicien ou une stripteaseuse, il y a intérêt à être bon. Hein. Et là, tu te dis, au secours, je veux partir, quoi. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et mes premiers rires de ce premier spectacle, c'est des rires des femmes. Et ça, c'est vachement bon parce que c'est comme si elles avaient capté tout de suite, avec l'intuition qui est la leur, un peu l'essence du spectacle. Et je devais jouer une demi-heure, et puis ils m'ont tellement rappelé que j'ai joué 20 minutes de plus, et ça a été merveilleux. Et je termine parce que
après le grand moment de solitude, il y a des grands moments de joie. C'est qu'après cette première expérience qui était éprouvante mais fabuleuse, j'arrive au restaurant où tout le monde m'attendait, on a applaudi, génial. Et là, il y a eu deux choses fantastiques. Il y a eu des tables qui se sont refait mes vannes. C'est-à-dire que vous êtes auteur, la première fois que vous écrivez des trucs et vous entendez des gens se refaire vos vannes entre eux. Ça, c'est génial. Et la deuxième chose, c'est devant le restaurant en fumant une petite clope, une spectatrice qui est venue et qui m'a dit « Votre sketch sur les minces, c'est extraordinaire, il faut absolument que mon mari voie ça parce que il fait 1m83, 66 kg, il est super complexé. » Je lui ai dit « Écoutez, c'est ma taille et mon poids, ça va me porter chance. » Vous voyez, donc j'ai eu deux signes géniaux après un moment de solitude qui était terrifiant, puis c'était la toute première fois. Voilà. D'accord. Et pourquoi avoir décidé de devenir auteur? Est-ce que c'est parce que vous en aviez peut-être assez qu'on vous propose des rôles ou des textes qui vous ne convenaient pas? Donc là, au moins, vous êtes sûr. Au moins, là, vous êtes sûr que vous aimerez les personnages que vous allez interpréter, ou c'est parce que vous aviez une envie peut-être de voler de vos propres ailes et de... Très bonne question, mais j'ai envie de vous faire les deux réponses. C'est-à-dire, à la fois, moi, ça me chatouillait depuis longtemps d'écrire, de monter seul sur scène. C'est un process comme ça qui s'est enclenché il y a probablement quelques années déjà. J'en veux pour preuve que je prenais des notes, en fait, sur tout ce qui me faisait un peu marrer, toutes les thématiques que j'avais envie, le moment venu, d'aborder, etc. Et puis, effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est vrai qu'en tant que comédien, d'ouvrir un peu le champ des possibles, le champ de l'imaginaire aussi, dans un métier où vous êtes très vite cantonné à un emploi. Et c'est vrai qu'il y a eu l'envie à la fois de se faire plaisir comme comédien, de s'épanouir dans des compositions que personne d'autre que vous ne vous aurait proposées, et puis peut-être aussi de donner un peu envie à des professionnels de s'intéresser un peu plus à vous qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Parce que vous leur montrez un éventail, un spectre un peu plus large de vos capacités d'acteur. Mais ça, si je réduisais ça qu'à ça, ça serait un calcul professionnel. Moi, il y avait vraiment l'envie, le désir humain avant d'être artistique que d'exprimer des choses. Et un journaliste m'a un jour demandé est-ce que c'est un spectacle thérapeutique? Je dis non, c'est un spectacle réparateur, mais pas thérapeutique. La thérapie, je l'ai faite ailleurs. Et moi, j'arrive dans ce spectacle plein d'un certain nombre des réponses que je me suis apportées, de mes réparations personnelles, puisque je suis capable d'en rire et de faire rire aujourd'hui avec ça. Donc je crois beaucoup à cet échange d'énergie, d'arriver plein d'amour, de donner ce spectacle comme un cadeau, comme vous faites un cadeau à un enfant. Les gens prennent, ne prennent pas, prennent par petits bouts, et puis ça se transforme comme ça, une espèce de grande vibration, et tous les soirs, c'est un petit miracle, quoi. Et pour moi, entendre des gens rire de ce que j'ai écrit, de ce que j'essaie de donner chaque soir, c'est une récompense exceptionnelle, quoi. C'est merveilleux. Et c'est probablement ce dont je rêvais depuis longtemps. Ouais. Voilà. Et le fait On m'a dit que je pouvais faire des réponses longues, alors évidemment, moi je me lâche. Hein. Et le fait de faire tous les soirs le même spectacle, tout le temps, est-ce qu'il y a un moment où on ne s'en lasse pas? Ça n'est jamais le même, Kevin. Ça n'est jamais le même. Parce que d'abord, exactement, il y a le public qui n'est jamais le même. Chaque être humain, je veux dire, il arrive avec sa journée, avec son énergie, avec son envie ou pas. Il y en a qui ont été traînés de force par madame. Il y en a qui ne savent pas du tout ce qu'ils viennent voir. Donc tout ça, ça compose une espèce de communauté comme ça qui dégage quelque chose. Il y a une vibration, il faut croire à ça, au magnétisme, au truc. Donc chaque soir, vous avez des publics différents. Il y en a qui rient beaucoup, d'autres qui écoutent, très parfois religieusement. Alors au début, d'ailleurs, on se fait des paranos, on se dit, mon Dieu, il rigole pas, donc il n'aime pas. Pas du tout. Moi, c'est un spectacle où j'ai compris, il m'a fallu un peu de temps pour me détendre avec ça, mais où j'ai compris qu'il y a des gens qui pouvaient sourire sans être sonores, si vous voulez, et passer un très bon moment. Ça se confirme aux applaudissements à la fin, etc. Bon, maintenant que je suis rassuré là-dessus, j'ai compris qu'il y a des publics très différents dans leur façon d'apprécier un spectacle. Et puis, même la quantité ne fait pas la différence. Vous pouvez avoir une salle pleine qui écoute assez sobrement, et puis très peu qui rigole très fort. Donc, comme quoi, ça ne tient pas à ça. Et puis, vous arrivez aussi avec votre journée, avec votre énergie, avec votre... Alors, chaque soir, c'est différent. Moi, ce que j'adore dans ce que je suis en train de vivre comme aventure, c'est que je suis comme un artisan. C'est-à-dire que chaque soir, je peaufine, j'affine, on continue. C'est à la virgule de changer des petites choses, de couper, etc. J'ai un metteur en scène, un producteur qui sont vachement sur le coup avec moi et qui prennent des notes. Et on va dépasser la 100e représentation et on continue de me filmer pour que je puisse voir ce qu'on peut encore améliorer, etc. C'est sans cesse. Et c'est génial parce que
qu'on va vers le meilleur spectacle possible, quoi. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que des gens reviennent le voir une deuxième fois. C'est arrivé assez souvent, je dois dire, et je suis assez flatté de ça. Et non seulement ils se marrent autant, parfois plus, mais ils découvrent plein de choses. D'abord parce qu'elles sont nouvelles ou parce qu'elles ont été un peu améliorées, si vous voulez. Vous voyez, comme une voiture dont on optimise les réglages et qui roule de mieux en mieux, quoi. Donc ça veut dire que vous répétez tous les jours avant le spectacle, il y a tous les jours une répétition, il y a une rigueur de travail. À un moment, vous avez quand même le spectacle un peu dans les cellules quand même, parce que donc je le répète pas tous les jours, mais c'est vrai que j'y pense. Et c'est vrai qu'en sortant, souvent, je note des trucs et je me fais des petites marques ici ou là, donc des petits rendez-vous pour qu'on peut améliorer, etc. Mais c'est une aventure géniale. Écoutez, sincèrement, je crois que la joie que j'ai de le faire, elle se ressent dans la salle, parce qu'on me le dit beaucoup. Et je suis très fier de ça, d'abord. C'est-à-dire de voir un acteur qui est dans le plaisir de jouer, comme un enfant, quoi, dans une cour de récré. Bah, déjà, c'est déjà quelque chose que vous transmettez et que vous pouvez partager avec les gens. Donc, voilà. Donc la suite après ce Alors, spectacle. la suite, c'est très simple. On va passer après dans une salle plus grande, puis encore plus grande, puis démentiellement grande. Alors, le Stade de France, on s'est renseigné, ça ne me convient pas parce que les loges sont trop petites. D'accord, c'est un problème. Et puis ce côté un peu terrain de foot, non, c'est pas tout à fait le format du spectacle. Par contre, l'Opéra Garnier, par contre, non, je plaisante à peine parce que c'est vrai que moi je rêve de lieux originaux en fait, de jouer dans des endroits un peu atypiques. Ouais. Ça peut être assez marrant. Moi je voudrais faire une belle tournée en France, en Belgique, en Suisse, partout où on pourra nous accueillir. Retourner dans les petits lieux qui m'ont accueilli pour ma tournée dite de rodage. Je pense que ce serait vraiment la moindre des choses que de remercier tous ces gens qui nous ont fait confiance alors que personne ne m'attendait, personne ne me connaissait. Donc ça avec grand bonheur. Et puis essayer de continuer de tracer un peu son sillon à Paris, bien sûr, de monter un peu en gamme et de faire que les gens viennent de plus en plus nombreux et prennent du bon temps et en parlent à leurs amis, quoi. Ouais. Très bien. Donc tout ça, ça peut occuper, si tout se passe bien, 1 année, 2 années, facilement. Mais on écrit le suivant déjà, si c'était ça la question. Oui, c'était ça la question, ouais. Oui, je prends déjà beaucoup de notes sur la suite, bien sûr. Très bien. Eh ben, on va rappeler, le spectacle s'appelle Gérard comme le prénom. C'est à la Comédie des Boulevards, donc on a dit c'était juste à côté du Rex. Du Rex, tout à fait. Voilà. 39 rue du Sentier. Je me permets, j'ai un site qui a le mérite d'être très complet, très clair avec tout ça. laurentgérard.com. Tout simplement. Tout attaché, tout simplement. Ouais. Très bien. Eh ben, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de votre très bon accueil. J'ai passé un super moment. Merci. Merci à vous. Merci Kevin. On se Merci retrouve Ludo. vendredi. Oui, peut-être. C'est comme tu veux. En tout cas, tu es le bienvenu. Il y a une certaine Britney Spears qui pourrait peut-être bien me remplacer, mais bon. Voilà, si tu me prends par les sentiments. On se retrouve lundi à midi pour IDF1 midi avec tous les chroniqueurs, avec Kevin vendredi prochain, donc on vient de le dire. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Isabelle 2 et Olivier pour ID Club. Très bon week-end à tous et à lundi. Ciao. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1 midi.